Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Madame Ève Pouliot, qui est professeure en travail social au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. L'année dernière, Madame Pouliot a reçu de l'Université du Québec le prix d'excellence en enseignement 2021 sur le volet réalisation pour sa contribution à un programme novateur d'enseignement hybride destiné aux étudiants des communautés autochtones. Madame Pouliot va partager avec nous son expérience de la mise en place de ce programme, les différentes approches et outils pédagogiques qui ont été utilisés, les avantages pour les étudiants et les avantages pour les enseignants. Bonjour Ève et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Donc vous êtes ma deuxième invitée de l'autre côté de l'Atlantique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir. Ensemble, nous allons donc échanger sur le programme d'enseignement hybride pour lequel vous avez reçu de l'Université du Québec le prix d'excellence en enseignement en 2021 pour le volet réalisation. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre parcours ? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je m'appelle Ève Pouliot, je suis professeure en travail social depuis 2006 et avant ça, j'ai travaillé également comme chargée de cours. Donc, j'accumule à peu près 17 ans d'enseignement universitaire. Comme tous mes collègues, là, professeurs d'université, mais j'ai 3 volets à ma tâche. Donc, évidemment, l'enseignement, mais aussi la recherche et les services aux collectivités. Donc, moi, mes travaux de recherche portent essentiellement sur les contenus de cours aussi que j'enseigne, qui concernent les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité ou d'adversité, par exemple en contexte de catastrophe ou en contexte de maltraitance. Très bien, merci. Donc, vous avez reçu le prix d'excellence en enseignement, donc sur le volet réalisation, pour votre contribution à un programme novateur d'enseignement hybride. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait ce programme ? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme, au départ, c'est un programme court en relation d'aide qui était destiné à des étudiants des Premières Nations, donc des étudiants autochtones qui étaient répartis là géographiquement dans l'ensemble du Québec. Mais la réalisation pour laquelle j'ai gagné le prix, elle découle un peu de cette première initiative-là, en fait. C'est la formule hybride. Donc, au départ, on avait fait une formule entièrement en ligne qui était destinée à ces étudiants-là qui ne pouvaient pas venir étudier sur le campus de Chicoutimi. Et à partir de 2017, j'ai repris cette formule-là, mais je l'ai amenée aussi en présentiel, donc en alternant des cours en classe et des cours en ligne. Donc, c'est un programme court au départ là qui était basé sur 2 cours en travail social, 2 cours en psychologie et un cours en éthique. Et moi, c'est déjà 2 cours que j'enseignais en présentiel sur le campus de Chicoutimi. Donc, il a fallu prendre ces cours-là et les monter entièrement en ligne pour répondre là, aux besoins de la population étudiante qui était pas celle qu'on a là sur nos campus de Chicoutimi. Donc, c'était quand même des défis là initialement. Et justement, quels étaient les besoins de ces étudiants ? En fait, les besoins étaient criants dans les communautés. Ils avaient beaucoup de problèmes psychosociaux. Donc, ils souhaitaient des intervenants, ils souhaitaient former, en fait, une relève au niveau de l'intervention sociale pour avoir des gens sur place qui puissent répondre, en fait, à ces différents problèmes sociaux-là qui étaient vécus. Donc, ils souhaitaient pouvoir former des gens qui allaient rester dans la communauté puis les former quand même assez rapidement. Donc, la raison du programme court, là. Donc, c'était vraiment la demande qui nous était faite initialement. Et c'était un grand défi parce qu'il y avait quand même des initiatives qui avaient été faites par le passé et qui n'avaient pas été très positives ou qui n'avaient pas été très gagnantes, là, qui étaient davantage d'amener le contenu un peu magistral comme on fait en classe, mais sous forme de visioconférence qu'on projette en fait ou qu'on diffuse aux étudiants qui sont à l'extérieur. Puis on se rendait compte que ça répondait là pas vraiment à leurs
besoins. Donc, eux, ils souhaitaient une formation un petit peu plus collée à leur réalité, qui leur permette rapidement là, de former des gens capables d'aider dans la communauté puis qui resteraient sur place. Et donc, j'imagine qu'il y avait des contraintes à prendre en compte. Quelles étaient-elles? Il y avait plusieurs contraintes. Donc déjà, on avait différentes communautés qui étaient réparties sur le territoire du Québec. Donc juste ça, le territoire était très vaste à couvrir. La bande passante n'était pas la même partout. Donc il y avait parfois des difficultés de connexion Internet. Donc quand on parle d'un cours à distance, mais c'est sûr que ça c'est quand même une entrave qui est importante. On avait des étudiants aussi, pour la plupart, que leur première langue, ce n'était pas le français. Donc, parfois, c'était leur deuxième, voire leur troisième langue. Donc, il y avait aussi cette contrainte-là. Et le premier cours, moi, que j'ai eu à monter, c'est un cours qui s'intitule Déviance sociale et dépendance. Donc, qui est un cours qui est à cheval sur différentes disciplines au niveau de la sociologie, le droit, évidemment, le travail social, la psychologie. Ce qui fait en sorte que c'est un cours où la terminologie peut être très, très complexe à certains moments. Donc, quand ce n'est pas notre langue maternelle, mais c'est encore plus complexe, dans le fond, de s'approprier les contenus de cours à ce moment-là. Donc, essentiellement, c'était les contraintes que nous avions. On avait aussi des étudiants qui étaient très sollicités dans leur vie, c'est-à-dire que la plupart étaient parents, travaillaient à temps plein ou à temps partiel. Donc, c'est des étudiants qui avaient déjà beaucoup de choses dans leur vie, qui meublaient leur vie. Donc, les études venaient s'ajouter, dans le fond, à d'autres responsabilités qu'ils avaient déjà. Donc, en gros, c'était un peu là les défis que nous avions. Puis, on devait monter la formation très rapidement aussi. Donc, on disposait de peu de temps pour le faire. Et donc, dans ce programme, vous avez utilisé différentes approches et différents outils pédagogiques. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Oui, en fait, on a utilisé le concept infopédagogique et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est ma collègue Joanne Rochelot parce que dans cette aventure-là, pour monter les premiers cours, on a eu la chance là, d'avoir une designer pédagogique qui nous accompagne. Donc, elle, Joanne, dans le cadre de son doctorat en éducation, elle a développé le concept infopédagogique et c'est un concept, dans le fond, dans lequel on va retrouver différentes techniques, différentes méthodes d'apprentissage, donc entre autres la classe inversée, qui vise à faire en sorte que les étudiants en viennent à acquérir certaines connaissances avant de se présenter en classe, que ce soit en classe virtuelle ou en présentiel, donc qui apprivoisent dans le fond certains contenus avant de venir en classe. Et là, à ce moment-là, lorsqu'on arrive en classe tous ensemble, on peut davantage expérimenter. Il y avait également l'approche du récit, donc le storytelling, qui consiste, dans le fond, à raconter des histoires. Donc, à partir d'études de cas, on va greffer la matière et on va susciter, dans le fond, l'intérêt de l'étudiant et rendre les apprentissages beaucoup plus concrets et signifiants. On a utilisé aussi la cognition située, c'est-à-dire que toute l'action qui se passait dans le cadre du cours se passait dans une métaphore de milieu de vie qu'on a appelée l'avenue des pulsions. Donc, sur cette avenue-là, qui est un milieu de vie urbain qui est fictif, donc qui se passe pas dans une communauté autochtone, mais il y a différents personnages qui se rencontrent d'un cours à l'autre et c'est comme un peu une télésérie, en fait. Les étudiants, à chacun des cours, rencontrent un nouveau personnage qui les amène à explorer davantage une problématique sociale ou une approche d'intervention. Et à travers l'histoire du personnage, pour lui venir en aide, vont avoir à développer certaines connaissances, certaines compétences. Donc, essentiellement, là, ce sont les principales approches qu'on a utilisées, mais évidemment, il y avait aussi un volet collaboratif, des activités ludiques, donc beaucoup de petits ajouts, si on veut, là, à tout cela. Oui, d'ailleurs, je crois que lorsqu'on avait préparé l'épisode, il me semble que vous m'aviez dit que c'était un petit peu inspiré d'Esprit criminel, de la série Esprit criminel, c'est ça? Oui, c'était un peu ça à la base, en fait, parce que le premier cours étant déviance sociale et dépendance, mais on s'intéressait beaucoup à des personnalités qui avaient des comportements déviants ou délinquants. Donc, on essayait d'apprivoiser, dans le fond, la matière à l'aide d'un cas concret.
Donc, par exemple, moi, un cours qui était très, très aride par le passé, qui est un cours au niveau des théories explicatives de la déviance. C'est un cours très théorique. Souvent, les étudiants trouvaient ça plus difficile, mais on l'a développé à partir du cas de Paul Bernardo, qui est un cas qui est très célèbre au Canada, en fait. C'est un violeur en série, donc qui a violé 43 femmes, qui a tué 3 personnes aussi. Donc, on part de ce cas-là, de cet homme-là qui avait tout pour lui, qui était beau, qui avait une belle carrière, et on essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu pousser un individu comme ça à commettre les gestes qu'il a posés. Donc, pour les étudiants, c'est beaucoup plus intéressant, ça pique leur curiosité, ils ont envie d'en savoir plus, et là, on colle la théorie, en fait, à l'histoire du personnage, qui, dans ce cas-ci, est un personnage réel. Oui, donc en fin de compte, c'était comme des profilers quelque part, les étudiants. Un peu, oui, dans certains cours. Et donc, comment était construite donc votre organisation pédagogique? L'organisation pédagogique du cours est toujours la même. En fait, les contenus diffèrent, mais l'organisation est la même sur le plan pédagogique. Donc, la structure du cours, quand l'étudiant arrive sur Moodle, qui est la plateforme que nous, on utilise beaucoup au Québec, à ce moment-là, mais à chacun des cours, il va voir la vidéo, le vidéoclip d'introduction du cours où on lui présente le personnage. Donc, on fait ça de façon très animée à l'aide de Powtoon. Donc, c'est très visuel. Et c'est très court, succinct comme vidéo, donc ça dure maximum 2 minutes. Donc, ça met l'étudiant en appétit. Ensuite, il a une consigne qui lui explique qu'est-ce qu'il va avoir à faire dans le cadre de ce cours-là. Et ensuite, le cours est toujours divisé en 3 blocs. Donc, le premier, c'est développer vos connaissances. Donc, là, il a la fiche signalétique du personnage qui permet de raconter l'histoire de façon beaucoup plus détaillée, dans laquelle on va mettre l'étudiant dans une situation où il doit venir en aide au personnage, donc dans la position, dans le fond, d'un intervenant social. Donc, on lui pose une question, puis on l'amène à réfléchir sur sa posture d'intervenant. Ensuite, mais il va avoir à visionner une synthèse des contenus. Donc, on la met en 2 formats, un format qui est en PDF et un format qui est vraiment vidéo, où en fait, il y a un texte qui est narré, puis en même temps que le texte est narré, il va y avoir des cartes conceptuelles qui se construisent, des images qui apparaissent, donc qui viennent animer un peu la narration. Et dans cette narration-là, mais on fait le lien entre l'histoire du personnage et les contenus théoriques du cours. Donc, on fait toujours un lien entre les deux, ce qui fait en sorte que c'est plus facile pour l'étudiant d'apprivoiser la matière. Et à la fin de ce bout plus théorique, l'étudiant peut tester ses connaissances par le biais d'activités ludiques. Donc, on va utiliser des quiz, des bonhommes pendus, des mots croisés, pour juste voir si l'étudiant, au niveau de la terminologie, il comprend bien les concepts là, qui ont été enseignés. Ensuite, on rentre plus dans le volet développer vos compétences, qui est le volet qu'on va faire de façon synchrone, soit en classe, soit en ligne, selon la méthode là, qu'on va utiliser. Donc, quand on était complètement en ligne, on utilise soit Zoom, soit Adobe Connect, et on rencontre les étudiants. À ce moment-là, on part de l'histoire du personnage, on les fait travailler en sous-groupe sur les solutions qu'ils ont imaginées pour venir en aide au personnage, et on revient en plénière. On fait la même chose en classe. Et on va ajouter, en fonction des contenus qui sont enseignés, certains volets d'expérimentation, donc des techniques d'entrevue, des éléments comme ça, qu'on va être davantage dans vraiment expérimenter des choses, les vivre concrètement, plutôt que d'être dans l'enseignement magistral, parce que les étudiants l'ont déjà eu, ces notions-là, avant de se présenter là, en classe. Et le dernier volet, en fait, c'est faire la synthèse des apprentissages. Donc, là, l'étudiant doit répondre à des questions davantage d'approfondissement en lien avec la matière. On a aussi un petit journal en ligne qui s'appelle le journal Pulsion, où on a une espèce de journaliste sensationnaliste qui va voir les différents passants sur l'avenue des Pulsions, pose des questions, et ça fait émerger beaucoup de mythes
par rapport aux différentes problématiques sociales, par exemple, qu'on va aborder. Donc, on fait réfléchir l'étudiant là-dessus par rapport aux mythes qui sont véhiculés, par rapport aux enseignements qu'ils ont reçus. On le fait réfléchir aussi sur ses apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qui l'a aidé à comprendre la matière, quelle stratégie il a mise de l'avant pour bien comprendre, bien appréhender les contenus, tout ça. Donc, grosso modo, là, c'est toujours un peu cette trame-là qui est reprise à chacun des cours, ce qui fait en sorte que c'est rassurant pour l'étudiant. Quand il arrive dans le cours, il sait à quelle structure s'attendre, il sait comment ça va être organisé et qu'est-ce qu'on attend concrètement de lui. Et est-ce que vous pensez que le fait de travailler comme ça sur des personnages, est-ce que les étudiants étaient curieux de venir au cours d'après, quelque part comme une série où on attend l'épisode d'après? Est-ce qu'il y avait cette attitude-là? Oui, ben je dirais peut-être pas chez tous les étudiants, mais à chaque année, j'ai des étudiants lors de la semaine de lecture, on a une semaine de pause, qui m'écrivent et qui me disent Ève, j'aimerais beaucoup que tu mettes le prochain cours en ligne parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la Ah, suite c'est génial! des personnages. Donc, ils ont hâte d'avoir la suite. Donc, ça suscite, oui, un intérêt parce que les histoires se croisent entre elles et il y a des liens entre les personnages. Donc, ça crée une impression un peu de télésérie ou d'intrigue qui est intéressante là, pour plusieurs étudiants. Ah oui, non, mais c'est génial. Et donc, quels ont été les avantages, d'après vous, de ce parcours de formation pour les étudiants? Mais je pense qu'il y en a plusieurs. Si je regarde, ben pour les étudiants plus spécifiquement au niveau des Premières Nations, parce qu'au départ, ce sont eux qui étaient ciblés, ça a amené beaucoup de flexibilité dans leur horaire. Donc, on voyait que c'était des étudiants qui étaient pris par différentes contingences, différentes exigences dans leur vie. Donc là, ça leur permettait de faire leurs travaux ou certains travaux, surtout le volet asynchrone, mais au moment qui leur convenait le mieux. Donc ça, c'est un élément qui a été gagnant. Le fait d'utiliser des vraies histoires. Donc souvent, on mettait des liens aussi pour que les étudiants puissent aller cliquer, en apprendre davantage. Et nous, on peut suivre un peu ce que les étudiants font. Puis on se rendait compte que les étudiants étaient très curieux et allaient voir les informations supplémentaires que l'on mettait, donc allaient au-delà de ce qui était attendu dans le cadre du cours. Donc ça, on s'est rendu compte que les étudiants, ça avait des retombées très positives parce que ils percevaient la pertinence de leurs apprentissages. Ils se rendaient compte que ça allait réellement être utile pour leur future pratique et donc ça les motivait à apprendre davantage. Donc ça, c'est vraiment des éléments clés en fait là pour le cours qui a vraiment suscité leur motivation. Et dans la première cohorte qu'on a eue avec des étudiants autochtones, les étudiants qui ont abandonné le cours l'ont fait dès le départ là, parce que pour toutes sortes de raisons professionnelles ou personnelles, mais ceux qui ont commencé vraiment la cohorte, mais ils sont restés jusqu'à la fin et ils ont réussi le cours. Donc, ça a vraiment eu un effet de rétention là, qui était important. Et par la suite, on s'est rendu compte que finalement, quand j'ai amené ça dans mes classes en présentiel avec la formule hybride, on s'est rendu compte que ça venait répondre aux besoins en fait d'une diversité d'étudiants, donc pas juste des étudiants des Premières Nations, mais des étudiants qui devaient concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle à leurs études, des étudiants qui pouvaient avoir d'autres défis au niveau des apprentissages, que ce soit un TDAH, de l'anxiété, etc. Donc, c'est des étudiants qui se retrouvaient bien aussi dans cette formule-là parce qu'elle sollicitait différents sens, elle proposait différentes façons d'apprendre. Donc, ils étaient nombreux, en fait, à verbaliser que c'était aidant pour eux, là, cette formule-là, puis les outils variés qu'on mettait là, à leur disposition pour atteindre les objectifs du cours. Oui, ça permettait de s'adapter, en fin de compte, à chaque personnalité d'étudiant, quelque part, et chacun pouvait aller piocher aussi ce qui l'intéressait. Exactement. Exactement. On s'est rendu compte en fait que ça répondait aux besoins d'une diversité d'apprenants, alors qu'au départ, on avait développé ça vraiment pour répondre aux besoins des étudiants des Premières Nations. Mais finalement, on se rend compte que c'est une approche qui répond aux besoins de plusieurs étudiants. D'accord. Et donc, quels ont été également les avantages de ce parcours pour les enseignants?
Mais pour les enseignants comme institution, je pense que ce qui est important au Québec, vous savez qu'on a un très, très grand territoire à couvrir, mais ça nous a permis de rejoindre des populations étudiantes qui sont plus éloignées, qui font partie parfois de notre territoire et pour qui ça peut être plus difficile de venir apprendre vraiment là sur le campus. Donc ça, c'est un avantage. Ça nous a permis de rejoindre un plus grand bassin d'étudiants. Un autre avantage que je vois, c'est sûr que c'est toujours plus agréable d'enseigner lorsqu'on sent que la relation, elle est bidirectionnelle. Donc, on n'est pas là à parler seul en avant, mais qu'il y a vraiment une relation qui se construit au fil du temps, au fil des cours. Puis ça, je le sens beaucoup dans mes cours, c'est-à-dire que les étudiants participent, posent des questions, répondent aux questions que je lance en classe. Donc ça, c'est très stimulant aussi pour un professeur. Ça amène à se remettre en question, à apprendre aussi beaucoup des étudiants dans cette relation-là pédagogique qui s'établit. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est très, très stimulant. Puis je trouve que ça permet de mieux évaluer le parcours des étudiants parce que étant donné la structure dont je vous parlais, mais il y a des évaluations qui sont faites tout au long de la session. Donc, il y a vraiment des rétroactions qu'on va faire à l'étudiant à chacun des cours. Et donc, ça, au niveau de l'évaluation, je trouve qu'on a l'impression de mieux saisir les apprentissages qui sont vraiment faits par l'étudiant plutôt que simplement avoir un gros examen à la fin de la session. Donc, on voit vraiment l'étudiant évoluer dans sa pensée, dans ses connaissances, dans ses compétences. Mais ça, c'est très, très gratifiant aussi comme enseignant. Oui, parce que l'évaluation se fait en continu quelque part et donc vous devez voir aussi la progression au fur et à mesure des épisodes entre guillemets du cours. Exactement. On voit l'étudiant d'où il part, puis à la fin, on voit où il est rendu. Puis ça, c'est vraiment agréable à voir là, comme enseignant. Et même pour l'étudiant, j'imagine, puisque si l'étudiant a des évaluations au fur et à mesure, s'il a des bons résultats, ça va aussi le motiver à continuer, à suivre les cours plutôt que d'attendre quelque part l'échéance finale. Oui, ça le motive à faire ses apprentissages au fur et à mesure, puis ça le rassure aussi. Pour ceux qui sont très anxieux, c'est très rassurant parce que ils ont rapidement des feedbacks, une rétroaction sur comment ça va dans le cours pour s'ajuster aux besoins. Et quand ils arrivent à une évaluation plus sommative, mais ils savent à quoi s'attendre parce qu'ils savent que ça va ressembler un peu aux activités formatives. Donc, ils sont beaucoup plus rassurés et confiants, en fait, quand ils se présentent en évaluation. Et donc, est-ce que pour vous, donc cette approche par le récit est une stratégie d'apprentissage à développer? Oui, absolument. Mais je prêche pour ma paroisse, comme on dit chez nous. Mais oui, absolument. Pour moi, ça a eu de très, très belles retombées avec différentes cohortes d'étudiants. Donc, je pense que c'est vraiment une approche qui est prometteuse, qui fonctionne bien. Puis moi, c'est sûr que je vais continuer à développer cette approche-là dans mes cours. Je trouve que c'est une approche qui est à la fois très ancrée dans le concret, donc ça vient répondre à un besoin de faire des apprentissages qui sont signifiants. La fameuse question de pourquoi on apprend ça, mais dans le cadre de mes cours, je l'ai plus, alors que dans mes premières années d'enseignement, cette question-là, elle émergeait en lien avec certains contenus théoriques ou historiques. Donc maintenant, cette question-là, elle ne revient plus. Donc, il y a ce volet-là, puis il y a toute la flexibilité aussi de cette approche-là avec les volets asynchrones, donc la flexibilité que ça permet tout en accompagnant l'étudiant, en établissant une relation pédagogique de proximité, même si on est à distance, en donnant de la rétroaction. Je pense que c'est vraiment une approche qui est positive. Et juste une question qui me vient comme ça, où aviez-vous trouvé l'inspiration pour les personnages? Il y a certains personnages qui sont vraiment des personnages réels. Dans certains cas, c'est des cas que j'utilisais déjà dans mes cours, mais de façon beaucoup moins soutenue. C'est-à-dire que là, on a vraiment développé des histoires de cas complètes. On a fait les graphiques des personnages pour que visuellement les étudiants se les représentent physiquement à quoi ils ressemblent. Puis on a vraiment fait le lien avec chaque théorie, chaque aspect théorique, ce que je faisais pas nécessairement dans mes cours, mais souvent c'est déjà des exemples que je prenais spontanément
pour expliquer certains contenus. Puis il y a certains personnages qu'on a complètement développés, qu'on a complètement imaginés, mais en faisant des amalgames, c'est-à-dire en mélangeant différents personnages qui ont déjà existé. Donc, par exemple, on a un personnage dans le cours qui s'appelle Lise Burton, qui est fortement inspiré d'Elizabeth Taylor. Donc, on a beaucoup de personnages comme ça qui vont être influencés par différentes personnes qui ont réellement existé ou différentes histoires réelles. Oui, vous leur avez inventé une vie aux personnages, quelque part, une histoire. Oui, puis même les personnages réels, en fait, on les a tous mis dans un même milieu de vie. Donc, c'est sûr qu'on a quand même inventé des éléments parce que tous ces gens-là ne se retrouvent pas sur la même avenue, ne vivent pas. Ça serait assez infernal. Donc, on a vraiment inventé aussi des liens entre ces différents personnages-là. Comme dans un film, quelque part, comme dans une série. Exactement. Eh bien, nous allons arriver donc à la fin de notre épisode. Pour conclure, donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les bonnes pratiques à retenir pour créer un parcours de formation qui va motiver les étudiants? Et je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait une pertinence de contenu, donc que les contenus soient choisis avec soin pour que l'étudiant voit aussi les avantages qu'il a d'apprendre ça. Donc, bien expliquer aussi pourquoi on fait tel ou tel apprentissage dans le cheminement de l'étudiant, tout en variant les stratégies pédagogiques. Donc, oui, c'est rassurant d'avoir une organisation ou une structure qui reste sensiblement la même, mais au niveau des contenus, au niveau de certaines modalités, certains jeux, certains ajouts qu'on fait, mais varier ces éléments-là pour que ça ne devienne pas monotone non plus pour l'étudiant. Donc, que ce soit vivant et agréable pour lui. Je pense que ça, c'est fondamental. Puis la relation avec l'étudiant, avec la rétroaction pour que ça fonctionne bien. Parce que je pense qu'une formule comme ça, surtout tout en ligne, si on ne fait pas de rétroaction régulière, si on ne développe pas une relation avec l'étudiant, ça va être difficile à long terme de faire en sorte que l'étudiant continue à être motivé et qu'il soit autonome à travers toute cette démarche-là. Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant de vous entendre nous expliquer donc cette démarche. Donc, dans les notes de l'épisode, ce que je propose, c'est de mettre votre contact LinkedIn si éventuellement des personnes souhaitent vous contacter. Et également, je vais mettre les liens des articles que vous m'avez transmis, donc qui permettent d'approfondir encore ce que nous venons d'expliquer. Donc, des articles qui relatent comment vous avez fait votre parcours. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. C'était passionnant. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Merci, et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Ève. Au revoir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.